payer et faire la paix, c'est la même étymologie latine. Et quand on regarde la palabre africaine traditionnelle, la vraie palabre, hein, pas cette expression populaire, on parle pour ne rien dire entre guillemets, la palabre est un vrai processus de résolution de conflits ancestral, sous l'arbre à palabre, historiquement, enfin, etc. Eh bien, on commence par des sacrifices. C'est-à-dire qu'on va tuer une poule, une chèvre, etc., pour montrer qu'on s'investit dans la résolution du conflit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire et chaque premier mardi du mois, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une personne inspirante qui diffuse l'esprit de coopération autour d'elle. En cette période de rentrée, au moment de retrouver nos équipes, de reprendre un rythme en famille, il y aura sans doute des frictions avec ceux qui nous entourent. S'engueuler n'est pas forcément un frein à la coopération. Je dirais même que c'est plutôt sain. Cela évite bien des déconvenues ensuite. Mais encore faut-il arriver à s'engueuler de manière constructive et efficace. Je n'y croyais pas moi-même il y a encore quelques mois car j'associais conflit et violence. C'est donc avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme que j'ai découvert Jean-Édouard Grézy et son travail d'anthropologue autour du conflit, des relations de travail, du management et du don. Il a accepté, et je l'en remercie, de venir parler de tout ça à mon micro. J'espère que cela vous donnera des clés pour mieux vous engueuler cette année avec vos équipes au sein de votre couple ou en famille. Bonne écoute! Bonjour Jean-Édouard, je suis ravie de t'avoir à mon micro ce matin pour parler de conflits en équipe. Avant de démarrer dans le vif du sujet, j'aimerais, si tu es d'accord, que tu te présentes pour nos auditrices rapidement qui tu es, ce que tu fais. Avec plaisir. Bonjour Claire, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon métier, j'ai coutume de dire, c'est l'engueulade. C'est-à-dire que je travaille sur les conflits, d'abord comme médiateur. J'ai démarré en 98 en créant un des premiers centres en France qui s'appelle Yvelines Médiation, qui travaille sur tous les conflits de la vie courante, conflits de voisinage, conflits au sein de l'entreprise, conflits de famille, divorce, séparation, reprise du lien parent-enfant, etc. Et aujourd'hui, je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Alternego, qui travaille sur cette thématique, mais uniquement au sein des organisations, avec une raison d'être qui est contribuer au mieux travailler ensemble. Voilà, donc on travaille effectivement sur cette dimension de saine conflictualité, qualité de vie au travail, dialogue social, mais aussi sur les thématiques de diversité et inclusion. Ouais, donc c'est assez riche en fait. Tu as un parcours qui t'a permis d'évoquer le conflit sous toutes ses formes et dans différentes structures. On va faire un petit brise-glace que j'ai l'habitude de faire donc avec mes invités. Je vais te partager, tu vas voir, 3 sons voilà, et tu vas parmi ces 3 sons, tu vas me dire celui qui, pour toi, illustre peut-être la parfaite ou la saine engueulade. D'accord. Voilà. Donc, il y en a 3 à la suite. Et à la fin, voilà, tu me dis celui qui t'évoque la scène engueulade. Ça marche. Le deuxième. Et le troisième. Voilà pour les 3 sons. Ça démarre avec le premier, la pluie, l'orage, et ça finit sur un son. Alors, j'aurais dit le troisième, mais j'aurais préféré un truc un peu plus harmonieux, plutôt que en fait, en même temps, c'est réaccorder aussi les cordes du violon. C'est un peu ça le conflit. Donc, il va bien falloir retrouver les bonnes notes. Donc, c'est pas mal. La dimension d'harmonie, c'est la conjonction de la déesse de l'amour et du dieu de la guerre. Donc, comment arriver à effectivement retrouver dans ce frottement des cordes sur l'archer, enfin, des cordes sur l'archer, le bon son harmonieux qui fait que la relation peut revivre, reprendre avec plaisir. Oui, c'est une des citations que tu cites dans une de tes conférences que j'ai vu effectivement qui est, alors je ne sais plus de qui elle est, effectivement le conflit c'est le frottement de l'archer sur le violon.
Oui, c'est Marie Parker Follett, qui est une femme Ouais. exceptionnelle dans les années 30, qui a fait des conférences sur le conflit absolument formidables. Elle a été beaucoup plagiée, notamment par Peter Drucker, sans jamais être citée. Et effectivement, elle a cette notion déjà dans les années 30 de saine disputation, alors, Ricoeur parlait de conflictualité productive, mais c'est tout à fait son état d'esprit. Et elle dit que ce frottement de l'archet sur les cordes du violon, c'est comme aussi le frottement des roues du train sur les rails. Sans frottement, il n'y a pas de musique. Sans frottement, il n'y a pas de déplacement. Et tout l'art du management, tout l'art d'une organisation, c'est d'accompagner ce frottement pour que la musique soit belle et que le train ne déraille pas. Donc, je crois qu'elle a tout résumé. Ouais, c'est une belle image. Avant qu'on rentre précisément dans le sujet du conflit et comment bien s'engueuler, toi, en tant que médiateur, tu as été témoin sans doute de réconciliation, de coopération qui se mettait en place après une dispute. Oui. Et quel est le sentiment qui te traverse quand tu es témoin de ça? Ben, alors, c'est pas toujours le cas, hein, Ouais, mais effectivement, ça se produit, j'ai envie de dire, quand le conflit est suffisamment frais, entre guillemets. C'est-à-dire que on intervient de plus en plus sur des situations où le conflit n'est pas trop vieux, n'est pas trop fossilisé. Et, ben c'est assez formidable finalement d'arriver à amener des gens à comprendre où est-ce qu'ils se sont ratés dans leur histoire, de comprendre que si les impacts ont été parfois catastrophiques, les intentions, souvent, au départ en tout cas, étaient bonnes, et que bah, il y a l'espoir renouvelé de pouvoir retravailler ensemble en ayant mieux compris à la fois comment l'autre fonctionne et en ayant donné aussi avoir des clés de lecture sur soi, sur ce qui fait que bah, on est au mieux dans une équipe, dans une relation au travail. mm. Ouais, c'est très intéressant. Oui, ce qu'on me partage souvent quand je pose cette question à mes invités, c'est aussi la joie et aussi une tristesse en disant bah, on est capable de le faire, les hommes sont capables de le faire, on n'y arrive pas toujours. Et donc, c'est souvent un peu ambivalent en se disant il y a une certaine joie, fierté, en tout cas d'arriver à le voir et est-ce que ça se produise. Et en même temps, des fois, une petite pointe de tristesse en se disant ouais, ce serait tellement bien si tout le monde y arrivait. Oui, après aucune relation n'est éternelle, hein, mais c'est triste à dire, mais faut le rappeler. Et il y a aussi des relations dont il faut savoir se séparer parce que elles sont parfois toxiques, tout simplement. Elles nous font souffrir, elles attaquent parfois notre identité, nos valeurs. Donc, il faut aussi savoir de temps en temps tourner la page. Et la médiation, c'est pas que reconstruire du lien, c'est aussi accompagner des séparations. C'est comment se séparer sans se déchirer, comment aller au bout d'une histoire d'une certaine manière et se dire que ben, on se quitte sans regret, mais sans volonté de vengeance, c'est-à-dire Ouais. que sans haine. Et ça, Sans c'est mais, important aussi. ouais, tout à fait. C'est chouette ce que tu es en train de dire parce que ça rebondit tout à fait sur quand j'ai démarré ce podcast, j'ai démarré et ma bande-annonce le dit, moi j'ai toujours détesté le conflit je rencontre beaucoup de gens autour de moi qui me disent ça, mais moi je déteste le conflit. Parce que c'est vrai qu'il est souvent associé à de la violence, en fait. On associe souvent conflit et violence de par peut-être nos histoires personnelles et nos histoires de conflits déjà vécus. Alors qu'en fait, le conflit, c'est pas forcément de la violence. Je sais que tu exposes régulièrement les différents types de conflits qui existent. Est-ce que tu pourrais nous les citer, nous les expliquer? Oui, alors, en fait, on peut travailler sur une typologie de conflit. On peut aussi travailler sur ce qu'on appelle l'escalade du conflit. Pour comprendre la différence entre violence et conflit, je pense qu'il faut travailler davantage sur l'escalade du conflit. C'est-à-dire que, effectivement, le conflit peut être défini dans une première acception très, très simple, comme un blocage dans une prise de décision, tout simplement. C'est-à-dire qu'un refus d'intégrer l'autre dans son équation personnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas être en capacité d'entendre ses besoins et donc de vouloir imposer son choix, ses vues, sans discussion possible. Du coup, le conflit à ce stade va générer forcément, dans la mesure où nos besoins sont frustrés, lésés,
une émotion, à minima d'insatisfaction, voire de grande frustration, de colère, d'agacement, parfois de tristesse, de déception. Enfin, il y a toute une panoplie d'émotions fortes qui vont s'enclencher. Et le danger, c'est d'en arriver à une dimension presque psychotique, c'est-à-dire considérer que le problème, c'est l'autre, et que supprimer l'autre, c'est supprimer le problème d'une certaine manière. Et à partir du moment où on en arrive à cette idée, effectivement, on peut se rapprocher de cette notion de violence. Avant ça, il y a de l'agressivité, évidemment, active ou passive, active en présence de l'autre, passive dans son dos. La violence, c'est nier littéralement l'autre, nier son existence. Et la plus grande violence que l'on puisse faire à un individu, quelque part, c'est l'ignorer. Et cette violence, elle peut être à nouveau passive, hein, par une négation absolue de son existence, ou active, c'est-à-dire le passage au rapport de force, parfois même à l'épreuve de force, qui est extrêmement dangereuse parce que quand on en arrive là, le plus dangereux n'est pas forcément le plus fort, mais celui qui considère n'avoir rien à perdre. Et effectivement, ça peut aller très très loin parce que quand on en arrive à cette dimension, le danger chez l'humain, en général, c'est qu'il peut arriver à désubjectiver son adversaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le considérer non plus comme un semblable, c'est-à-dire couper son empathie, le considérer comme un objet, une chose. Et là, effectivement, il n'y a plus de limite dans l'escalade, puisque ça peut aller jusqu'à l'affrontement, la lutte armée. Voilà. Mm-hmm. Et pour sortir de cette violence, paradoxalement, il faut revenir à une gestion de conflit. Donc, il faut vraiment distinguer le conflit de la violence. Le conflit, c'est quelque part nécessaire. Hannah Arendt disait c'est le propre d'une société totalitaire que de vouloir supprimer les conflits. C'est important qu'on est dans une démocratie, il y a du conflit. Dans une dictature, il n'y a pas de conflit. D'accord? On voit en Russie, il n'y a pas de débat, il n'y a pas toute disputation est interdite quelque part. On est mis en prison. Dans une démocratie, il y a des manifestations, on fait valoir ses droits. On exprime son mécontentement et on fait évoluer quelque part les rapports de force, les représentations du monde par cette conflictualité nécessaire. Et tout le travail, c'est d'accompagner cette conflictualité pour qu'elle soit productive, encore une fois. Oui, et tu parlais du coup de dictature et d'autorité, et une des façons, enfin, il y a plusieurs façons de réguler le conflit. La première auquel on pense, c'est l'autorité, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Pour voir comment réguler les tensions et les conflits, ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner aussi l'occasion de réfléchir soi-même, de faire un petit travail d'auto-inspection, prospection interne sur quel est son style. Quel est son style face au conflit? Premier style, beaucoup et très très répandu à les entreprises, c'est l'évitement. D'accord? Imaginons, j'ai deux enfants qui se battent pour une orange, je suis chez des amis ce week-end et puis je passe un bon moment, je suis au barbecue, vraiment, j'ai pas envie, je suis fatigué. Donc je les laisse se battre d'une certaine manière, avec un certain niveau d'intensité sonore qui augmente forcément. Je me dis, tant qu'ils ne vont pas à l'infirmerie, ça ne me regarde pas. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir vraiment gênant pour mes amis et je reste dans l'évitement et je leur dis, bah, écoutez, allez voir votre mère, hein, ou allez voir votre grand frère ou quelqu'un d'autre, mais pas moi, j'ai pas envie de m'en mêler. D'accord? Très répandu, Crozier, un des plus grands sociologues des organisations, disait que c'était même une des caractéristiques du management à la française que l'évitement des relations de face à face et la fuite face au conflit. Deuxième style, je me lève immédiatement. Ils sont en train de se battre toujours pour cette fameuse orange. Il n'y en a qu'une. Je prends l'orange, c'est-à-dire je supprime l'objet du désir en me disant comme ça, il n'y a plus de conflit. Il râle, il continue à râler. Je mange l'orange en leur disant cette fois, il n'y a vraiment plus d'objet du conflit. Arrêtez de me saouler, allez jouer ailleurs. Voilà. Donc je passe en force. Ça veut dire que le conflit ne me fait pas peur, que j'aime plutôt ça, au contraire. Hein. Avec le danger, ça marche avec des petits-enfants, mais si je fais ça avec un enfant qui fait à peu près ma taille et qui va à la salle de muscu tous les week-ends, il y a un moment donné, cette stratégie va être compliquée, avec un risque d'escalade, même si normalement il reste un peu de respect entre un père et un fils, par exemple. Troisième possibilité,
je suis très embêté, j'ai horreur du conflit, d'accord? Et donc, je demande à mes amis, vous n'auriez pas un fruit, une orange, une autre pour pouvoir contenter les enfants parce que je suis embêté qu'ils ils se disputent comme ça. Et puis malheureusement, ils n'en ont pas. Et du coup, je leur dis, bon, bah, excusez-moi, je vous quitte quelques instants, je vais dans l'épicerie du coin, je prends la voiture pour aller trouver une autre orange, je vais perdre du temps, je sacrifie mes intérêts pour satisfaire les intérêts de l'autre. Le danger, c'est que je peux avoir des gens qui abusent quelque part d'une certaine façon de ma gentillesse. Parfois, je donne ma chemise, parfois, je donne mon pantalon et je trouve que le monde est trop injuste alors que j'irradie de bonté et de générosité. C'est-à-dire que pour éviter les conflits, quelque part, je sacrifie mes intérêts pour les autres. Quatrième possibilité, j'arrive sur l'orange, et ça, beaucoup de managers ont tendance à faire ça, je coupe l'orange en deux. C'est-à-dire manager orienté solution. Problème, bim, solution. Or, là, il se trouve qu'il y a un enfant qui va prendre sa moitié d'orange, jeter l'écorce, parce qu'il va manger la pulpe, tandis que l'autre va prendre sa moitié d'orange, jeter la pulpe et prendre l'écorce parce qu'en fait, il voulait faire un gâteau. Parfois, les intérêts sont différents et la stratégie du compromis fait qu'on satisfait que la moitié des intérêts de chacun. J'ai vu un couple d'amis, par exemple, l'un est passionné de foot, sa femme déteste le foot et du coup, il regarde une mi-temps. C'est vraiment le compromis pauvre et misérable. Euh, Cinquième style, qui demande un peu plus d'énergie, qui veut dire que je suis ouvert à la discussion, ouvert à la négociation avec une certaine curiosité, c'est-à-dire que le conflit m'interpelle, et je commence par questionner les enfants. Au fait, vous vous battez pour cette orange, mais pourquoi? En quoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous recherchez derrière ça? Et là, je découvre effectivement que l'un veut faire un gâteau, l'autre veut faire un jus de fruits. Bim, les intérêts sont différents. Je satisfais chacun à 100% et j'ai évité effectivement une escalade avec une satisfaction mutuelle. Peut-être que tu vas me dire que c'est un exemple un peu simpliste puisque les intérêts sont différents, mais si les intérêts sont opposés, les deux veulent la pulpe, eh bien je vais non pas négocier le fond, comme je viens de le proposer, mais négocier la forme, c'est-à-dire par exemple une procédure de répartition de l'orange qui soit équitable pour que chacun ait le sentiment que ça a été réparti avec justice, avec justesse, et par exemple leur proposer que l'un coupe l'orange, que l'autre choisisse sa part, que l'un verse le jus de fruits, que l'autre choisisse son verre. Une fois que j'ai validé la procédure de répartition, évidemment, à l'arrivée, normalement, ils devraient arrêter de se battre. Voilà. Donc, tu vois, par rapport à une même situation aussi simple que celle que je viens d'évoquer, on a 5 styles différents. D'ailleurs, ces styles étaient déjà évoqués par Marie Parker Follett. Ils ont été repris dans une grille qui s'appelle le Thomas et Killman, mais c'est assez universel d'une certaine manière. Oui, on voit bien comment ça peut se dupliquer à différents types de conflits. Et du coup, j'en viens à la question, puisque effectivement, tu as commencé à l'aborder sur cette dernière posture qu'on peut adopter face à un conflit. Comment on fait pour bien s'engueuler, du coup? C'est quoi, voilà, quelle est la posture? Parce que j'imagine qu'on peut avoir une bonne intention, mais être en face de quelqu'un qui est peut-être un peu fermé ou un peu ingérable. Enfin, comment, ouais, quelle posture adopter pour justement dans cette cinquième posture, comment on fait? Le premier travail, en fait, c'est un travail sur soi. C'est-à-dire se poser cette question, c'est un proverbe samouraï, celui qui est le plus fort est toujours capable de sourire. C'est pas un sourire narquois, je me fous de toi, c'est un sourire intérieur. Est-ce que je suis capable de sourire? Ça veut dire, est-ce que j'ai toute ma disponibilité cognitive? Parce que la difficulté, c'est que notre cerveau n'est pas très acculturé à la gestion de conflits, sauf avec entraînement. Et du coup, quand il y a conflit, tension, émotion, visage fermé, souvent c'est vécu comme une menace. Et du coup, on a tendance à se replier sur le cerveau reptilien et le cerveau reptilien nous envoie dans le mur. Parce que le cerveau reptilien, il dit 3 comportements qu'on vient d'évoquer, fuir, évitement, riposter, style dur qui mange l'orange, ou céder, je vais acheter une autre orange, je perds du temps pour satisfaire chacun. Et ces 3 réactions naturelles, finalement,
contribue aux difficultés qu'on rencontre. Celui qui évite le sujet, ça risque effectivement de s'amplifier, voire même dans un collectif de travail de générer ce qu'on appelle des clivages, c'est-à-dire que ça se diffuse, donc ça peut être assez terrifiant. Celui qui riposte génère une escalade conflictuelle, et puis celui qui cède envoie l'image à l'autre qu'il a raison de se comporter ainsi puisque ça marche, c'est comme ça qu'il obtient gain de cause. Et du coup, ça risque de le renforcer dans sa position. Donc, pour éviter de rentrer dans ces réactions naturelles, il faut retrouver sa disponibilité psychique. Et donc, il y a plein de manières de faire, mais en gros, c'est arriver ça peut être travailler sur la respiration, notamment l'expiration. Ça peut être imaginer l'autre dans une situation cocasse, rester focus sur l'objectif, dissocier qui on est du rôle ou de la fonction qu'on exerce dans l'entreprise. Voilà, si je suis DRH chez Air France, j'ai prévu peut-être des chemises de rechange. Ce n'est pas contre moi personnellement qui s'en vont, mais c'est la position, la posture, le climat social qui est dégradé au point que... Alors, c'est intolérable, donc il faut poser des limites, mais c'est un jeu aussi, c'est du théâtre dans certaines organisations. Donc, il faut savoir faire ça. Et puis, une fois que j'ai retrouvé mon discernement, c'est parfois aussi faire une pause, tout simplement, eh bien, je vais essayer de non pas argumenter, parce que si j'argumente face à quelqu'un qui argumente, en fait, on rentre dans ce qu'on appelle une polémique de combat. J'ai raison, tu as tort, argument contre argument, ça n'en finit pas, personne ne s'écoute. Il y a un proverbe arabe qui dit pour remplir une tasse, il faut commencer par la vider. Ce qui ne veut pas dire la boire, évidemment, mais c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par essayer de sincèrement, authentiquement comprendre par l'écoute active finalement, qu'est-ce qui génère cette frustration chez mon interlocuteur, cet énervement, cet agacement, cette colère quel est le bien fondé, quelque part, qui le pousse à agir contre moi, à avoir du mal à se contrôler parfois. Et si j'arrive à repérer assez vite cela et que je suis en capacité de lui restituer, encore une fois avec sincérité et bienveillance, je vais le remettre en disposition d'écoute parce que s'il est d'accord avec personne, il sera au moins d'accord avec lui. D'accord ? Et à partir du moment, en fait, finalement, un des plus grands principes pour sortir du conflit, c'est faire ce que je demande à l'autre. Je veux de l'écoute, je commence par lui donner de l'écoute. Je veux du respect, je commence par lui donner du respect. Je veux être compris, je lui manifeste ma compréhension. Tout simplement parce que un des mécanismes les plus puissants au niveau comportemental, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et on a tendance à reproduire ce que l'on voit chez l'autre, pour le meilleur et le pire. C'est-à-dire que le pire aussi, c'est le principe de l'escalade, il y en a un qui fait la gueule, l'autre fait la gueule, il y en a un qui parle fort, l'autre parle fort, et quand on en arrive aux insultes, en général, il n'y a pas beaucoup de créativité, qu'on conne, ta mère, c'est celui qui dit qui est. Donc ces neurones miroirs sont à la fois piégeuses, entre guillemets, et peuvent générer quelque part la solution quand on fait le contraire de ce que l'on reproche à l'autre, quelque part. Oui, tout à fait. C'est vraiment. On retrouve quelques principes. J'imagine que tu as étudié la question de la communication non violente. Se poser, faire le calme en soi déjà et prendre une position un peu alpha. Bon, où est-ce qu'on en est, comment je me sens et quelle est mon intention et comment par quel bout je prends le truc. Tout à fait. Voilà. Marshall Rosenberg, qui a développé la communication non violente, il a cette phrase exceptionnelle qui dit, en fait, dans la vie, il faut choisir entre être heureux ou avoir raison. Tout est dit, c'est-à-dire que être heureux, c'est atteindre son objectif, quitte à tirer des bords face à un vent contraire. Avoir raison, c'est montrer à l'autre qu'il a tort, c'est vouloir le changer, et c'est effectivement la voie du conflit. La voie de la résolution, c'est être heureux. Quand on pense conflit, on pense personne ingérable. Alors, tu l'as un peu évoqué. Est-ce que tu as des choses à rajouter justement sur quand on est face à quelqu'un qui est vraiment... et puis qui l'est de manière chronique peut-être dans son équipe c'est quoi la posture à adopter, la stratégie à adopter? Alors, en général, on va dire que dans 90-95% des cas, on est face à quelqu'un effectivement qui soit est sous l'emprise émotionnelle. Donc, on vient de le voir, on arrive à
à le ramener à la raison en manifestant cette compréhension dont on parle. Parfois, on est aussi face à quelqu'un qui s'y prend comme un pied, entre guillemets, parce qu'il ne sait pas faire autrement, ou parce qu'il ne sait pas s'y prendre, ou tout simplement il a peur de son agressivité. Du coup, quand il parle, ça part dans tous les sens. Donc, il faut un petit peu recadrer, c'est-à-dire l'aider à verbaliser ce qu'il a du mal à dire, questionner, avancer, aller chercher réellement ce qui lui pose problème, lui proposer des solutions, donc faire un peu être son propre médiateur entre deux personnes. C'est difficile à faire, mais imaginez qu'il y a un tiers entre les deux, comment il verrait la situation, comment accoucher, entre guillemets, son interlocuteur. Parce que celui qui dirige l'entretien, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui pose les questions. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'avec les bonnes questions, on peut quand même arriver à sortir d'une situation compliquée. Maintenant, il y a un petit pourcentage, alors qui fait souvent l'actualité parce que c'est le plus impressionnant, de dimensions pathologiques. D'accord. J'en parle peu parce que ce n'est pas la grande majorité des cas. Ouais. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est face à une dimension pathologique? Il y a deux critères. Le premier, tu l'as souligné, c'est la récurrence. C'est-à-dire qu'on fait le travail, on gère le conflit, les tensions une fois. On pense qu'on est allé vraiment au bout d'une démarche et puis une semaine, 15 jours, 3 semaines plus tard, bim, ça recommence. Il refait la même erreur. C'est-à-dire que la personne n'apprend pas de ses erreurs. Jamais. Elle recommence, elle recommence, elle recommence. Et le deuxième critère, c'est qu'elle ne le fait pas qu'avec vous, mais avec tout le monde. Je peux être dans une relation pathologique avec un ado en crise d'adolescence qui est parfaitement adorable avec le reste de l'univers. D'accord. Par contre, si cet ado est en difficulté avec l'ensemble de ses relations sociales, là, effectivement, c'est plus inquiétant. Okay. Après, dans ces dimensions pathologiques, il faut bien voir que c'est d'abord ces personnes-là qui souffrent, même si leur entourage en souffre. Elles sont les premières victimes de ce type de comportement. Et que beaucoup de ces comportements sont quand même tout à fait gérables parce que prévisibles finalement. Je suis avec quelqu'un qui est obsessionnel et qui a du mal à exprimer ses émotions et qui est très très contenu. Je sais qu'il a besoin de maîtriser les process au travail et que si je perturbe son organisation du travail, forcément ça le met en stress et que forcément ça le rend agressif. Donc il faut vraiment l'associer, comme tout le monde, mais plus que tout le monde, au processus qui lui permettent de délivrer un travail de qualité et parfois de surqualité. C'est comme ça. Et si je lui mets une pression du temps avec des process qu'il ne maîtrise pas, il va péter un câble, ça c'est clair. Je suis face à quelqu'un qui est histrionique, on disait autrefois hystérique, ce qui est sexiste, puisque un homme comme une femme peuvent être histrioniques, c'est-à-dire avoir un besoin, on va dire, de reconnaissance plus, il faut leur donner du feedback hyper régulier parce que, à défaut de reconnaissance positive, ils ont tellement besoin de reconnaissance qu'ils vont peut-être se nourrir de reconnaissance négative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ne se sentent pas assez reconnus, le conflit va être justement le levier pour obtenir la reconnaissance qui leur manque. Ils vont faire, entre guillemets, à un moment donné, un truc un peu retentissant, un petit peu théâtral, qui va générer une conflictualité de forte intensité pour montrer qu'ils sont là. Donc, il vaut mieux les reconnaître régulièrement. C'est fatigant, mais ça peut être d'excellents collègues ou collaborateurs. Voilà. Par contre, il y a des personnalités beaucoup plus complexes à gérer, qu'on dit toxiques. C'est effectivement le pervers narcissique. Alors lui, il fait vraiment la une de l'actualité. Et dans certaines mesures, parfois le paranoïaque. Pourquoi? Parce que le paranoïaque, à force d'imaginer le pire, il produit ce qu'il redoute. C'est un peu le chat noir. Je me dis, tiens, Claire ne m'aime pas. Du coup, je suis méfiant vis-à-vis de Claire. Et effectivement, Claire, voyant que elle n'arrive pas à rentrer en relation avec moi, elle ne m'aime pas. C'est-à-dire que forcément, je finis par produire ce que je redoute. Voilà. Avec une propension à la procédure, à la contestation, qui est fatigante. Voilà, donc il faut bien. Ça se cadre, ça s'encadre parfois, mais c'est usant, plus que d'autres.
Ouais, ça demande beaucoup d'énergie et de disponibilité pour, identifier pas de quelle pathologie, mais en tout cas que c'est une personnalité qui va nécessiter qu'on s'y attarde un peu plus particulièrement. Et Mhm. puis, de trouver les ressorts pour réussir à la gérer, quoi. C'est ça. Vous appréciez cet épisode? Alors, je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'une ou quelqu'un de votre entourage. Vous m'aiderez ainsi à diffuser plus largement encore l'esprit de coopération, et pour cela, un grand merci. J'ai envie d'enchaîner sur le management repensé, le cercle vertueux du don, puisque dans la coopération, on est beaucoup aussi dans cette philosophie de donner et puis de voir ce qui revient ou pas d'ailleurs. Mhm. Mhm. J'avais noté l'endettement mutuel positif, qui est un concept de Jacques Godbout, je crois. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler de ce cercle vertueux? Oui, vertueux ou vicieux, hein, c'est-à-dire Ouais. que le don, alors, si on parle du don, effectivement, c'est au cœur de la coopération parce que c'est ce qui est constitutif du lien social pour les Mm. anthropologues. Le lien n'est pas. Alors, ça vient un peu à contre-courant des théories économistes, mais le don pour les sociologues, les anthropologues, c'est centré sur la dette. C'est-à-dire, tant que je suis en dette avec quelqu'un, je suis censé le revoir pour lui rendre. Ça a été théorisé par Marcel Mauss dans un essai mondialement célèbre en 1925, où il montre que dans toutes les sociétés, les rapports sociaux ne sont pas fondés sur le marché, le troc ou le donnant-donnant, mais effectivement sur le don. Euh, Effectivement, avec Alain Caillé, qui, qui dirige le MOUS, le mouvement Mm. anti-utilitariste en sciences sociales, eh bien, on considère qu'il y a 4 temps. Marcel Mauss en voyait 3, mais on a rajouté la demande. Donc, demander, donner, recevoir, rendre. Et ces 4 temps, quelque part, sont la grammaire du lien social. Et à travers ces 4 temps, il y a des possibilités de mal-donne et de conflit à tous les étages. Hein. Euh, Quelques exemples, avant d'arriver à l'endettement mutuel positif. Euh, il y en a qui n'osent pas demander, donc ils ne Mm. reçoivent pas et ils sont tristes. Il y en a qui ne savent pas réellement demander, mais qui exigent, qui confondent le don et le pouvoir. Il y en a qui donnent trop, qui écrasent l'autre par leur générosité, qui mettent l'autre tellement en dette qu'il a envie, quelque part, pour retrouver sa liberté, de tuer symboliquement, entre guillemets, le donateur. Hein. Ou il y en a qui ne donnent pas vraiment, hein, Mm. c'est-à-dire qu'ils gardent, alors qu'on sait donner, se donner, reprendre, c'est voler. Il y en a qui ne savent pas recevoir, exprimer leur gratitude, dire merci. Pourtant, depuis tout petit, on leur a dit. Et c'est une catastrophe. On voit dans les organisations que presque 2 tiers des collaborateurs ne se sentent pas reconnus par rapport à ce qu'ils Mm. donnent. C'est dingue. Et puis, tu en as qui sont maladroits, qui se sentent comment dire, intrusés, entre guillemets, par les dons de leurs collègues, qui refusent. Du coup, ils n'arrivent pas à rentrer en lien. Et puis, quand on donc demander, donner, recevoir, dernier temps, rendre, effectivement, ce que nous dit Jacques Godbout, c'est que euh, quand on donne on- et on reçoit avec une certaine fréquence, euh, c'est un peu comme le renard et le petit prince. Tout le monde connaît cette histoire, le renard et le petit prince. Le petit prince demande au renard d'être son ami, et le renard lui répond, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. D'abord, tu vas là-bas, tu t'éloignes, moi je vais là-bas, on s'éloigne, on se donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, et on se rapproche comme ça progressivement, au point qu'à travers la circulation des dons et des contre-dons, il arrivera peut-être un moment où on ne saura plus qui est débiteur ou créditeur, et c'est exactement ce qu'on recherche, car quand on aime, on ne compte pas. Et c'est ce Mm. que Jacques Godbout appelle l'endettement mutuel positif, c'est ce stade où il y a tellement de choses qui circulent dans notre relation, que ce soit au travail ou dans la vie intime, que plus on donne, plus on reçoit, du coup, on ne se pose plus la question, on n'a plus besoin de compter. Mm. Mais ça ne se décrète pas et ça ne se fait pas du jour au lendemain avec tout le monde, parce que il y en a qui reçoivent et qui ne rendent jamais rien en retour, il y en a qui ne donnent pas assez. Donc il faut cet équilibre euh, qui se produit, alors avec une certaine complexité, mais c'est aussi du bon sens paysan. On sait bien que
Le don n'est pas une transaction, c'est-à-dire que je te donne un café ou je te rends un service, tu ne vas pas me rendre immédiatement quelque chose, tu ne vas pas solder la dette pour qu'on soit quitte. Pour que la relation dure, il faut que ce soit différé dans le temps. C'est-à-dire, je rends un service, et puis, je ne sais pas, un mois, 2 mois, entre un don et un contre-don, Marcel Mauss voit que dans certaines sociétés, il y a presque 2 ans. Donc, tant qu'on est en dette, on est en lien, on est censé se revoir pour se rendre. C'est ça qui est beau. Donc, il ne s'agit pas de solder les comptes, au contraire. Et c'est au cœur de la coopération parce que moi, en tant que médiateur, si tu veux, chaque fois que j'arrive dans un collectif de travail un peu dégradé, je leur pose cette question. Si par ailleurs, c'est allé bien à un moment donné de leur histoire, à quoi est-ce qu'ils voyaient que ça allait bien quand ça allait bien? D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, à l'époque, on rigolait ensemble, d'accord? Il y avait de l'entraide, on buvait des cafés, on allait déjeuner ensemble, on partageait nos idées. Chacun n'était pas arc-bouté sur son expertise, mais pouvait l'échanger ou venir en aide pour développer la subsidiarité entre nous, etc. On ouvrait son carnet d'adresses quand il y avait besoin pour mettre en relation. Il y a des petits cadeaux, des petites attentions, des compliments, etc. Et c'est ce qui nourrit les liens du quotidien, ce qui fait qu'on a un sentiment d'appartenance à un collectif. Mais maintenant qu'il y a conflit, c'est la soupe à la grimace. Ça rigole plus, ça s'aide plus, on déjeune plus ensemble, on boit plus de café. L'ambiance est vitrifiée, on a la boule au ventre quand on arrive le matin au travail. Et donc, on va essayer de comprendre où est-ce que, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrête de donner quelque part. Et quand on a réussi à le comprendre et que quelque part, il y a une certaine compréhension mutuelle de ce qui a pu se produire, je le fais en accéléré, mais va se poser la question, qu'est-ce qui fait que demain, ça reprend? Qu'est-ce qui fait que demain, là, j'étais dans un collectif, on mange des crêpes, on apporte des chouquettes, on boit des pots le jeudi soir, ensemble. Et ça, on ne peut pas le protocoliser. Ça veut dire qu'on prend la résolution de se redonner une chance, de réessayer, de recommencer, d'avoir envie. Voilà. Vaste programme. Oui. Oui, donc oui, ça peut être aussi je me pose la question, est-ce que dans un conflit, est-ce que commencer par donner, en faisant un pas vers l'autre, en commençant par justement, par exemple, un conflit larvé dans une équipe, et puis il y en a un qui décide finalement un matin d'amener des chouquettes parce que ça va peut-être détendre un peu l'atmosphère. Est-ce que c'est une solution aussi, le don? Alors, c'est amusant parce qu'effectivement, je suis anthropologue, j'aime bien étudier, par exemple, la palabre africaine. Payer et faire la paix, c'est la même étymologie latine. Ouais. Et quand on regarde la palabre africaine traditionnelle, la vraie palabre, hein, pas cette expression populaire, on parle pour ne rien dire entre guillemets, la palabre est un vrai processus de résolution de conflits ancestral, sous l'arbre à palabre, historiquement, enfin, etc. Eh bien, on commence par des sacrifices. C'est-à-dire qu'on va tuer une poule, une chèvre, etc., pour montrer qu'on s'investit dans la résolution du conflit. On fait symboliquement un geste vers l'autre pour montrer qu'on va y mettre toute l'énergie pour reconstruire le lien. Et j'ai vu cette dimension sur le lieu de travail. Alors, une fois dans un conflit franco-turc, un collègue turc qui a amené une boîte de loukoum sur le bureau de sa collègue en disant mais pourquoi tu me donnes ça? Parce que j'ai envie qu'on parle. Une fois j'ai vu un drapeau blanc aussi, ça peut être quelque chose un peu rigolo aussi parfois, hein, qui surprend, qui crée un peu la dissonance cognitive par rapport à son interlocuteur. Parce que le plus difficile dans un conflit finalement, c'est pas tant la résolution que le fait d'accepter de s'asseoir autour d'une table pour discuter. Et donc, pour déclencher cette envie, faire le contraire de ce que l'autre attend, ça peut fonctionner. C'est par exemple Sadat, pendant le conflit israélo-égyptien, qui se rend à la Knesset. C'est comme si vous aviez un conflit terrible avec votre voisin, et puis vous rentrez le soir, et puis votre voisin, il est assis à votre table de cuisine, et il vous dit, il faut qu'on parle. Là, tout d'un coup, en fait, votre cerveau bug en disant, mais qu'est-ce qu'il fout dans ma cuisine, quoi? Qu'est-ce qu'il fout au Parlement? D'accord? Et du coup, ça crée de la curiosité, et ça peut créer les brèches, les failles dans les certitudes qui, finalement, créent peut-être cette envie
de discuter pour voir si finalement on s'est tout dit, si peut-être qu'il a des choses à nous dire qu'on ne connaît pas, qui vont nous surprendre et qui font qu'on va revoir notre vision du monde un peu différemment. Mm. Ça nécessite un peu de mettre son ego de côté et sa fierté de côté en disant, bon, bah, ok, je vais pas rester sur mes positions, mais je vais dans une position d'ouverture, en fait, et de se dire, je pense au conflit dans le couple, par exemple, accepter de se dire, ok, bon, là, on a merdé, ok, on se pose, et d'être le premier à faire ce geste-là au lieu de rester dans la bouderie, par exemple, ça demande, ça demande un peu d'accepter que peut-être on a sa part de responsabilité aussi, quoi. Complètement, complètement. Plus vite on sait faire ça, plus vite on va vers la résolution. Mm. Il faut être au moins deux pour s'engueuler. Et tu parles du couple et tu as raison de le faire. C'est un magnifique exercice d'entraînement du quotidien. On s'engueule beaucoup. Et il y a une recherche qui montre que les couples qui durent le plus longtemps ne sont pas ceux qui s'engueulent le moins, mais ceux qui s'engueulent le mieux. Mm. Et bien s'engueuler, c'est aller au bout de ses convictions, euh, mais aussi, quand on va trop loin, être capable de reconnaître, même si nos intentions étaient bonnes, que l'impact sur l'autre a été catastrophique, qu'on a peut-être été blessant, pas suffisamment dans l'écoute, voilà, que c'était déplacé, malvenu, etc. Et la réciproque va venir en général. C'est-à-dire Mm. que si je veux une reconnaissance, alors c'est ce qu'on appelle les langages de la réconciliation finalement. Mm. Ça prend un certain temps pour y arriver, ça va plus ou moins vite, mais effectivement, si je veux obtenir une compréhension de ce qui m'a fait sortir de mes gonds, de ce qui m'a blessé, heurté, etc., il faut que j'amène aussi cette compréhension pour l'autre. Et si effectivement j'ai une contribution manifeste, et en général c'est quand même le cas, aux difficultés qu'on a traversées ensemble, présenter ses excuses en premier, c'est un peu la super glue relationnelle, c'est être en capacité de dire à l'autre que il est super énervé, il est super déçu ou il est triste, mais qu'en fait, il n'est pas fou. Mm. Que oui, effectivement, je ne l'ai pas suffisamment écouté à ce moment-là, que oui, effectivement, je n'ai pas pris en considération son avis par rapport à un choix qui est important, etc., etc. Oui, ça donne pas mal de pistes, j'espère, à nos, à nos auditoristes. Et ben on arrive au bout de notre échange qui a été extrêmement riche et je te remercie pour ça. Est-ce que j'aime bien finir par une recommandation de lecture ou de documentaire, enfin une source extérieure qui pourrait enrichir un peu ce qu'on vient d'échanger auprès de ceux qui nous écoutent. Est-ce que toi, tu aurais une recommandation de livre ou de documentaire? Tu évoquais Marshall Rosenberg sur la Mm. communication non violente, c'est un must-have, si j'ose dire. Mm. Ouais, Après, moi, j'aime bien les récits un peu inspirants. d'accord. Euh, alors, j'ai écrit quelques boîtes à outils sur le sujet, mais euh, les récits inspirants. Donc, actuellement, moi, j'écris plutôt des bandes dessinées. C'est-à-dire comment est-ce que les grands conflits de l'histoire ont pu être résolus, Mm. parce que ça peut nous inspirer. Donc, j'en ai fait un sur le conflit en Nouvelle-Calédonie en 1988 avec la méthode Rocard, qui s'appelle la solution pacifique. Et un autre, par exemple, qui va sortir sur Louis XI, comment il a mis fin à la guerre de Cent Ans avec les Anglais, Mm. avec un communiqué de victoire. Et vous allez me dire, c'est 15e siècle, oui, mais en ce moment, c'est la problématique absolue qu'on a avec, par exemple, Poutine. Ouais. Euh, Même si, évidemment, qu'il a fait des exactions terrifiantes, on est dans une éthique de conviction, c'est-à-dire, en gros, les Ukrainiens, c'est la liberté ou la mort, et ils sont dans un combat absolument admirable. Et en même temps, si on veut faire la paix, on ne peut pas amener l'adversaire à perdre la face. Ouais. Donc, on doit arriver à une éthique de responsabilité. C'est très difficile de passer de l'un à Mm. l'autre, mais c'est considérer que dans la négociation, son interlocuteur ne fera la paix qu'à partir du moment où il sauve la face. Ce n'est pas le traité de Versailles de 1919, et c'est ce qu'a fait par exemple Louis XI avec les Anglais. Il leur a bâti ce qu'on appelle un communiqué de victoire. C'est-à-dire qu'il les a fait rentrer chez eux sans se battre, la tête haute, pour qu'ils ne livrent pas bataille. Donc, c'est une vraie démarche euh, assez exceptionnelle, et l'histoire est très riche de ce point de vue-là.
Ok, je noterai toutes ces références dans la description du podcast, comme ça les personnes qui nous écoutent retrouveront tout ça. Si tu avais un seul message à faire passer sur oui, le conflit et la coopération, est-ce que ce serait lequel? Un truc à retenir? Bah, c'est quelque part, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que le cerveau, il y a deux faces. Face Mm. A, comprendre, face B, convaincre ou inversement. Et en fait, dès que ça bloque, dès que ça se tend, il faut basculer de la volonté de convaincre à la volonté de comprendre, tout simplement. Enfin, tout simplement sur le plan théorique, parce que sur le plan pratico-pratique, mettre son cerveau dans l'autre sens, c'est parfois épouvantablement difficile. Ouais, mais c'est oui, c'est effectivement une bonne astuce, cette image de la pièce. Merci. Et je finis toujours par deux petites questions. Je vais te les poser à la filée et tu vas en choisir une à laquelle D'accord? tu souhaites répondre. La première, c'est avec quoi tu repars de notre échange. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est quel serait pour toi le prochain petit pas pour davantage de coopération dans un ou dans les collectifs auxquels tu appartiens? Je vais peut-être prendre la deuxième parce qu'effectivement, j'ai une conviction, même si je repars avec une belle énergie et un échange qui m'a nourri. Moi, j'ai une conviction, c'est que le sujet dont tu parles, Claire, il est essentiel et il doit être d'abord travaillé dès l'école primaire. Il y a eu un programme au Canada il y a 20 ans qui s'appelle Ensemble vers le Pacifique. On apprend trop, enfin, quand on pose la question aux enfants, quel est le pourcentage de temps consacré au fond, quel est le pourcentage consacré à la forme, eh ben, on passe plus de 99% du temps, je pense, à travailler sur le fond, c'est-à-dire à apprendre les maths, le français, l'histoire, les langues, tout ça c'est essentiel, mais pas suffisamment de temps sur la forme, c'est-à-dire comment vivre ensemble, comment exprimer son désaccord, comment s'exprimer en public, comment travailler en équipe. Les entreprises essayent de compenser par la suite, mais parfois c'est quand même très tard. Et si on veut avoir une société où on peut s'opposer sans se massacrer, comme disait Marcel Mauss, eh bien, il faut apprendre ça beaucoup plus jeune et c'est un enjeu absolument vital au niveau de l'humanité. Mm. Et je rebondis, ça fait tout à fait écho au premier épisode que j'ai enregistré avec Damien Roquel de Brick 24, qui parle effectivement de la coopération dans l'école et comment les enfants ont cet élan naturel de coopérer qu'on tue dans l'œuf en fait. Et donc ça fait le lien avec le premier épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y. C'est passionnant aussi l'échange qu'on a eu avec Damien. Merci beaucoup Jean-Édouard, j'étais ravie de passer ce moment avec toi. Merci Claire. Et puis je souhaite une bonne continuation à ceux qui nous ont écoutés. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu et que vous repartez avec des clés, des astuces pour vous engueuler sainement et de manière constructive à l'avenir. Je profite aussi pour vous rappeler que si nous avons rapidement évoqué le sujet de la communication non violente avec mon invité, elle était au cœur de notre échange avec Olivier Babando cette fois-ci, lors du 2e épisode. Je vous encourage à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Merci encore à Jean-Édouard pour le partage de ses connaissances autour du conflit. Vous retrouverez toutes les références, notamment de ses livres, dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt dans Esprit de coopération et en attendant, prenez soin de vous.